Le problème, c'est que si on se dit, je fais une requête, j'ai une réponse prête à l'emploi, là, pour le coup, le risque majeur, c'est un risque clairement d'appauvrissement de la capacité de réflexion, du diagnostic critique, de l'analyse, en fait, sur la réponse qui est apportée. Bonjour Alain Goudet. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à Neoma Business School. On a beaucoup parlé dès l'apparition de ChatGPT, de l'impact que ça pourrait avoir sur l'enseignement, du fait que des étudiants utilisaient ChatGPT pour tricher. Est-ce qu'il est possible de faire une autre utilisation, aussi bien côté étudiant que côté enseignant? Est-ce que ça peut servir à autre chose? Oui, clairement, cet outil, moi j'aime à le décrire comme étant déjà un outil, et c'est important de le rappeler, c'est un outil, ça n'est pas un truc intelligent qui résoudrait tous les problèmes de la planète. C'est un outil, et c'est un outil qu'on doit considérer un peu comme étant le reflet de la pensée ou le miroir de la pensée. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un outil qui, par exemple, va permettre d'aider le professeur à structurer un plan de cours sur une thématique. C'est un outil qui, de la même manière, peut aider un élève ou un étudiant à structurer un plan de dissertation, un plan de mémoire sur telle ou telle thématique. Sauf que, alors qu'on a pris l'habitude finalement depuis l'arrivée des moteurs de recherche où on fait une requête, on a une liste de liens, on explore, etc. Là, on a un peu le sentiment de devoir faire la même chose, c'est-à-dire on ferait une requête à ChatGPT, puis on aurait une réponse entre guillemets prête à l'emploi. C'est typiquement l'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est-à-dire que, on en parlera peut-être, mais cet outil-là a un certain nombre de capacités, mais aussi un certain nombre de limites, un certain nombre de défauts. Il faut être parfaitement conscient de ces éléments-là pour que ça devienne un allié tant pour le professeur que pour l'étudiant. Mais en tout cas, la question est de savoir est-ce qu'il a sa place dans le processus pédagogique. La réponse est clairement oui, parce que typiquement, un usage possible de cet outil, et notamment la Khan Academy l'a déployé massivement sur sa plateforme, c'est de permettre d'avoir un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'une espèce de mentor à l'IA avec GPT-4 pour accompagner l'apprentissage des élèves, des étudiants, pour répondre à leurs premières questions. Comment est-ce que vous avez intégré, vous, ChatGPT, par exemple ? Aujourd'hui, à Neoma, en fait, on est un acteur de l'enseignement en management particulièrement tourné sur l'innovation. Donc, typiquement, tous nos étudiants du programme Grande École en première année suivent un cours qui s'appelle Digital Literacy for Disruptive Innovations. C'est un cours dans lequel on va traiter en fait de 4 grandes technologies qu'on a qualifiées de rupture. La première, ce sont les technologies immersives / métavers, donc j'y mets réalité virtuelle, augmentée, monde persistant, etc. La deuxième, c'est tout ce qui va relever en fait de l'Internet des objets et de la Smart City. La troisième grande brique technologique qu'on explore, c'est l'intelligence artificielle et la robotique. Et la dernière, c'est l'informatique quantique. Pourquoi on a choisi ces 4 grandes briques technologiques ? C'est tout simplement qu'on considère qu'elles ont chacune un potentiel tant au niveau individuel, organisationnel que sociétal, de modification de beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'en fait, elles redistribuent vraiment les cartes du fonctionnement de la société humaine. Vous avez écrit dans un article, si ChatGPT réussit l'examen, c'est qu'il faut changer l'examen. Oui, ça peut aller très loin, ça. Mais bien sûr que ça peut aller très loin. Mais pour autant, de le formuler comme ça, ça soulève plein de questions. Quand on regarde les statistiques d'OpenAI sur les performances de GPT-4 sur un certain nombre d'examens, en fait, les statistiques font que quand on était sur la version 3, voire 3.5, en gros, le taux de réussite positionnait l'outil dans les 10% d'étudiants les moins bons sur un certain nombre d'examens. GPT-4, ça positionne l'outil dans les 10% les meilleurs. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser sur le design même de l'examen. Qu'est-ce qu'on utilise comme modalité et puis qu'est-ce qu'on évalue comme compétence ? Puisqu'un examen, ça vise quand même à évaluer un niveau et donc, a priori, un certain niveau de compétence. Clairement, si on est sur une évaluation de choses relatives plutôt à la mémorisation et pas de chance très littéraire, là pour le coup, les performances d'un outil comme ChatGPT sont phénoménales. Donc là, évidemment, il faut faire évoluer l'examen
un peu au-delà probablement de simplement son design, pour se reposer les questions de, mais au fond, qu'est-ce que je cherche à évaluer précisément avec cet examen ou avec cet exercice. Donc, en fait, ce qu'apporte l'outil, c'est que ça vient questionner en profondeur plusieurs choses dans le monde de l'enseignement, le rôle du prof, on en a parlé, mais ça vient également questionner les processus d'évaluation, les méthodes d'évaluation et même les raisons d'être d'un certain nombre d'évaluations. C'est là où la révolution risque peut-être d'être la plus profonde. C'est-à-dire que c'est une remise en question des pédagogies même et des examens, quels qu'ils soient, des examens et des concours. Vous avez des exemples déjà qui vous ont permis de toucher du doigt la manière dont tout cela va évoluer? En termes d'exemples, il y a des choses déjà qu'on peut faire évoluer. Typiquement, admettons même qu'on soit sur un exercice de type dissertation. Allez, je vais prendre un exercice de bac de français, voilà, dissertation français. Bon. On est prof de français aujourd'hui, on demande une dissertation réalisée à la maison, on va pas se mentir, peut-être 80%, voire 90% des élèves risquent d'utiliser un outil comme ChatGPT. Bon, le premier réflexe, ça serait de se dire « Ah bah oui, mais du coup, il y a une inégalité parce qu'il y en a qui vont pas l'utiliser. » Ok, mais en fait, l'inégalité, elle est déjà préexistante parce que il n'est pas rare qu'un certain nombre d'élèves demandent à minima conseil à leurs parents ou à leurs grands frères, grandes sœurs, etc. Donc, les biais existaient déjà. Finalement, moi là-dessus, j'ai plutôt envie de prendre le contre-pied. Si on a un outil qui est aujourd'hui accessible gratuitement et qui permet quelque part de remettre un peu d'égalité justement sur ce sujet-là, c'est pas forcément inintéressant. En tout cas, je l'amène comme question. C'est pas forcément un élément d'inégalité, mais peut-être plutôt un outil de rééquilibrage et d'une certaine forme d'équité. Ça, c'est le premier élément. Mais donc, du coup, on est prof de français, on demande une dissertation. On peut inclure en fait l'outil comme étant partie prenante du processus d'évaluation. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir le résultat, c'est-à-dire la dissertation, ou de faire travailler l'élève sur le processus qui amène à produire le résultat? Dans mes cours, je m'intéresse davantage au processus qui amène au résultat plutôt qu'au résultat lui-même. Parce que c'est ce processus-là qui va suivre toute sa vie durant l'élève, l'étudiant, dans son futur professionnel. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? S'il sait utiliser correctement ChatGPT par rapport à la demande, par rapport à l'enjeu lui-même, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, à partir du moment où on va mobiliser l'outil pour produire un résultat qui finalement va être meilleur que ce qui aurait été produit initialement, je trouve que c'est plutôt pertinent. En revanche, donc le bon cas d'usage, c'est justement de tester l'outil, de voir s'il est capable sur tel ou tel sujet d'écrire une structure, voire de commencer à donner un certain nombre d'éléments, d'idées, d'argumentaires, de contre-argumentaires. Enfin, j'ai publié sur Twitter notamment quelques méthodologies pour itérer sur ce type de sujet. Il y a une dynamique qui est hyper intéressante, qui est de demander à ChatGPT d'écrire un paragraphe expliquant pourquoi tel sujet est particulièrement pertinent et vrai. Et puis, la requête suivante, c'est lui dire, maintenant que tu m'as écrit cet argumentaire-là, écris un argumentaire pour contredire et prendre le parti pris opposé. Et si on itère comme ça plusieurs fois, on explore vraiment finalement les limites d'un raisonnement, des idées, et on commence à se plonger du coup sur qu'est-ce qui tient réellement la route, qu'est-ce qui est artificiel au sens, non, pas vraiment pertinent. Et l'intelligence humaine, ça va être justement cette capacité à trier les éléments qui sont pertinents et les éléments qui le sont moins. Donc là, on voit bien que si on positionne l'outil de cette manière-là, c'est plutôt pertinent comme approche et on est loin du je rentre une commande, une consigne, une requête et j'ai une solution prête à l'emploi. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment le truc contre lequel il faut se battre. J'ai aussi publié un tweet sur le copier-coller où les gens oublient même d'enlever régénérer une réponse. Ça, on voit bien que c'est le mauvais usage. Et ça, effectivement, il faut se battre contre ça. Oui, le bouton qui est en bas, là. Mais oui, parce que le problème, c'est que si on se dit, je fais une requête, j'ai une réponse prête à l'emploi, là, pour le coup, le risque majeur, c'est un risque clairement d'appauvrissement de la capacité de réflexion, du diagnostic critique, de l'analyse, en fait, sur la réponse qui est apportée.
Et justement, c'est Et aussi voilà. notre rôle de former par rapport à ça. Parce que dans les discussions que j'ai pu avoir avec les étudiants de Neoma, c'est de leur expliquer qu'on parle d'un modèle de langage. Et il faut avoir en tête que derrière un langage, il y a une culture, et que derrière une culture, il y a une vision du monde. Donc, il y a des biais, il y a des partis pris, et c'est une vision qui est, comme toute vision, forcément parcellaire. Mais Alain Goudet, comment faire pour que demain les professeurs ne se retrouvent pas à passer leur temps à corriger de la copie générée par une intelligence artificielle et qu'ils corrigent véritablement le travail des étudiants pour les aider à progresser? Alors, déjà, comme je l'expliquais, une première technique, c'est de s'intéresser au processus plus qu'au résultat lui-même. Une deuxième technique qui est extrêmement performante, c'est d'aller sur ce qu'on appelle les métacognitions. Les métacognitions, c'est quoi ? C'est finalement de demander aux élèves ou aux étudiants de réfléchir sur un sujet et de le restituer sur une modalité qui soit une modalité différente. Typiquement, rien n'empêche de faire restituer, j'en sais rien moi, la compréhension de ce qu'est une entreprise en leur demandant de créer une image, une vidéo, voire une scène de théâtre. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore les IA génératives. Alors, sur image, voilà, c'est un peu limite. Mais en tout cas, sur vidéo, on n'a pas encore. Gen 1 et Gen 2 là, de Runway, ça fait 2-3 trucs, mais c'est pas encore... voilà, c'est plein de promesses, mais c'est encore que du potentiel. Donc, en fait, cette métacognition est extrêmement performante. Pour ce qui est de la scène de théâtre, là, pour le coup, quand les étudiants sont en classe en train de restituer la scène de théâtre, quand bien même ils aient utilisé des outils d'IA génératifs pour aboutir à ce résultat-là, il y a quand même une projection de ce qu'a compris réellement l'étudiant. De la même manière, si on met en place une soutenance orale, on va vite voir si le texte est un texte appris suite à une interrogation assez simple et simpliste de ce type d'outil, ou s'il y a eu effectivement une vraie réflexion. Donc, on voit bien que des techniques d'évaluation, en fait, on n'en manque pas, et que le vrai sujet, une fois encore, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on souhaite évaluer, quel niveau d'importance on donne à ce processus d'évaluation. Je crois que le sujet aujourd'hui, c'est pas juste de fournir une note, et là, on a un élément culturel extrêmement important à faire évoluer, c'est-à-dire que malheureusement, beaucoup d'élèves et d'étudiants acquièrent très tôt la culture de la note. Ils veulent une bonne note. Ils veulent pas progresser, ils veulent une bonne note. Bon, là, on voit aussi qu'on a un enjeu assez majeur de culture, de à quoi sert l'école, et c'est un des questionnements extrêmement importants qu'amène cet outil aussi, l'école, ça ne sert pas que à avoir des bonnes notes, ça sert aussi à pouvoir avoir un regard éclairé sur la société, le monde qui nous entoure. Alain Goudet, c'est peut-être la première question que j'aurais dû vous poser, puisqu'elle s'est posée assez vite. Faut-il interdire ChatGPT dans l'éducation ? C'est utopique. Donc la réponse, en tout cas clairement pour moi, la réponse est non. Techniquement, c'est extrêmement compliqué. Je le sais, je me suis penché sur la faisabilité technique. C'est très compliqué, pourquoi ? Parce que au-delà de ChatGPT, et c'est pour ça que je reboucle systématiquement sur les IA génératives, en fait, on voit bien qu'on est face à un phénomène de démocratisation majeur par des énormes acteurs de la tech qui vont en fait insérer cette technologie-là au cœur des outils qu'on utilise déjà sur la planète entière dans notre quotidien. Donc je ne vais pas les citer, on voit très bien à qui je fais référence. Et donc du coup, finalement, l'outil va être démesurément facile d'accès. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, de toute façon, on voit aussi qu'il y a un autre phénomène qui est en train de se produire, qui est l'émergence dans la communauté open source de modèles qui vont être en capacité de tourner sur nos propres appareils, ordinateurs personnels, téléphones personnels demain. Je suis convaincu qu'on va avoir ce type de technologie directement dans nos téléphones. Donc en fait, la faisabilité technique d'interdire, déjà, c'est pas possible. Et puis après, il y a la pertinence d'interdire. Quand on regarde, je me réfère là de nouveau au rapport du Forum mondial de l'économie sur Future of Work, qui est sorti le 1er mai, à se demander s'ils ont fait exprès, 2023. En gros, ils expliquent assez vite dans le rapport que 75% des entreprises vont aller utiliser de l'IA. Et dans cette brique IA, il y a évidemment cette technologie plus spécifique de l'IA générative. On voit aussi clairement qu'un certain nombre de décisions d'entreprises sont prises en fonction de cette technologie-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute façon, dans le futur professionnel de beaucoup de personnes, cette technologie-là sera présente. Du coup, la question qu'on doit se poser,
C'est finalement, est-ce qu'il faut faire comme si ça n'existait pas, et du coup on interdit, ou est-ce qu'il faut plutôt développer un bon usage de cette technologie-là, et du coup former et entraîner nos étudiants et nos futurs professionnels à avoir un bon usage de cette technologie-là. Et moi, je préfère clairement cette option. Et ça nous amène quand même à un troisième élément qui est aujourd'hui un élément majeur, puisque j'ai expliqué qu'il y a énormément de biais dans tous ces modèles de langage et ces technologies d'IA générative. Moi, aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que finalement, on n'est pas un modèle européen ou français qu'on puisse utiliser dans l'enseignement, qu'il soit supérieur ou pas, qui soit respectueux du règlement de protection de la vie privée, donc du RGPD, qui soit transparent sur les choix des sources qui ont été sélectionnées. Bref, alors à chaque fois on me dit mais si, il y a Bloom, mais bon, je l'ai testé, Bloom, j'ai vu un certain nombre de résultats, c'est quand même assez loin de ce que GPT-4 est aujourd'hui capable de produire. Donc en fait, il nous faudrait le Bloom d'aujourd'hui. Alors il y a Mistral AI qui arrive. Oui, j'ai vu Mistral AI. Mais je pense qu'il y a en plus de ça, il y a une vraie opportunité, parce que pour la première fois, on aurait à l'échelle européenne la possibilité de faire de nos 27 cultures une vraie force. Parce qu'on pourrait nourrir cette IA de 27 langues, de 27 regards sur le monde, et du coup, on aurait une richesse en fait absolument colossale à partir du moment où on est en capacité technique de se mettre en situation de produire ce type de technologie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est même pas forcément très cher. Mais est-ce que c'est pas l'étape d'après, finalement? On a laissé les big tech ouvrir le bal, et puis avec la force de l'open source, face à laquelle même des géants comme Google disent oui, mais même pour nous, ça va être difficile de lutter. Si gros soit-il, il est difficile de lutter contre la communauté internationale de tout ce qui contribue à l'open source. Est-ce que finalement, c'est pas une porte de salut pour l'Europe à plus ou moins brève échéance? C'est à souhaiter en tout cas, parce que comme je viens de l'expliquer, pour le coup, d'avoir cette variété culturelle est une vraie richesse dans ce type d'outils, par définition et by design, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que l'utilisation et l'usage des communautés open source est extrêmement pertinente, notamment pour tout le volet transparence des sources de données, test de ces modèles, amélioration, etc. On voit bien que ce modèle-là fonctionne. Après, il y a quand même un certain nombre de questions aussi à résoudre à travers ces technologies-là. La propriété du résultat, la notion du copyright, elle est quand même pas complètement nette encore. Aujourd'hui, le bureau américain du copyright explique que finalement, s'il n'y a pas assez d'intervention humaine, on ne peut pas mettre de copyright. Autrement dit, si vous faites un prompt et il y a un résultat qui est généré, on ne peut pas protéger ce résultat-là. Donc là, avis à toutes les marques qui font de la génération et puis qui derrière utilisent ça sans se poser de questions. On voit qu'il y a aussi tout le sujet du droit d'auteur, évidemment, toutes les sources qui sont utilisées, comment on rémunère aussi les personnes qui créent ces contenus-là. À partir du moment où il y a de la création de valeur, c'est normal qu'il y ait un partage de valeur. Là, le sujet n'est pas très net non plus. On voit bien aussi qu'il y a quand même plein de choses qui sont en suspens. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, une fois qu'on va être dans un monde où les contenus générés vont être majoritairement générés par des IA et que ces contenus-là vont servir à entraîner les IA des générations suivantes? On voit bien qu'en gros, ce qui nous pend au nez, c'est un phénomène qu'on connaît déjà, qu'on appelle les bulles de filtre, et que finalement, ces systèmes vont s'enfermer dans des choses assez restreintes de regard et de vision sur le monde. Faut régler quand même aussi ces trucs-là, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait d'être en capacité d'identifier qu'un contenu a été généré par une IA. Sur une image, une vidéo, on peut le faire, le watermarking ou ce genre de choses. Sur un texte, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ça soulève en fait énormément de questions qui vont devoir trouver réponse pour assurer un fonctionnement assez pérenne de ces technologies-là dans un certain futur. Eh bien, merci pour ces éclairages. Alain Goudet, directeur général et professeur à Neoma Business School.